bonjour, bienvenue dans cette cinquième édition des archives concernant le mois de juin du coup. Donc ce sera comme d'habitude, je vais parler de tous les films que j'ai vus durant le mois cité. Bon, autant commencer tout de suite. On aura, comme pour la dernière fois, le rattrapage. Et ce coup-ci, nous avons deux films. C'est La valse des pantins de Scorsese et But I Am a Cheerleader de Jamie Badit. Badit peut-être, bon bref. Je leur ai mis respectivement S et S-, donc on est sur du très très lourd hein, en termes de notes, hein. Autant commencer. La valse des pantins donc de Scorsese, c'est une excellente satire du monde célébrité. Je vais pas développer 5 siècles, mais bon, globalement, c'est surtout qu'on voit toutes les obsessions de Martin dans ce film, ce qui fait qu'il est très important dans sa carrière, je trouve. Nous avons également donc peut-être la meilleure performance de la part de De Niro. C'est assez discutable au niveau du palmarès du gars, mais je pense que c'est quand même ce rôle-ci. Et But I Am a Cheerleader, du coup, c'est aussi une satire un peu moins subtile, c'est pour ça qu'elle est en moins, mais tout autant pertinente sur des camps de conservation, donc les endroits où on essaye de changer les homosexuels en hétéros. Voilà. Et donc le film réussit à être très drôle par rapport à ça, et très pertinent, et puis c'est une belle histoire d'amour aussi. Il y a beaucoup de bonne qualité là-dedans, c'est franchement conseil de voir. C'est un statut de film culte dans la communauté queer, et on voit pourquoi. Bon, ces films-ci, c'est passé. Maintenant, comme pour la dernière fois, je vais prendre mon PC pour pouvoir mieux y lire. Je vais parler des films Astérix. Donc je les ai pas tous vus, enfin revus, mais il y en avait quand même pas mal. Alors, en l'occurrence, du coup, 6 Astérix. Alors, 7, excusez-moi, j'en ai oublié un. Et donc, je le reprends. Chez les Bretons, l'Empire du Milieu, La surprise de César, Le secret de la potion magique, Les Vikings, Le domaine des dieux et Les Indiens. Voilà, là, normalement, j'en ai pas oublié, pas l'impression. J'espère quand même que je vais me débrouiller au montage, ça va être dégueu l'écran, je pense. Hein. Bon, ça on verra. En tout cas, les notes. Alors, qu'est-ce que c'est? A-, E+, j'ai dû lui mettre en plus, film de merde. B, B, B-, A, C-. Bon, ça c'était pour les notes, je vais quand même essayer de parler un peu des films. Donc, chez les Bretons, c'est peut-être le deuxième plus drôle après les 12 travaux. C'est vraiment sa grande force. Tout ce qui se passe avec ces Bretons et la quête pour essayer de leur donner la magique potion, vraiment du super niveau. Goscinny a super bien écrit et ça a été très bien adapté pour le dessin animé, beaucoup mieux que pour le film en prise de vue réelle. Et c'est aussi très intelligent. La fin autour des feuilles de thé. L'Empire du Milieu, donc bon, je vais être comme tout le monde, hein, c'était nul à chier. Il y a vraiment pas grand chose qui marche, ça respecte pas les personnalités d'Astérix et Obélix, et c'est pas juste que ça les respecte pas, c'est que ça les rend vraiment très mauvaises, et il y a pas grand chose de pertinent là-dedans à analyser, je trouve. Puis c'est naze, c'est pas drôle, et non, c'est mauvais, c'est très mauvais. Ils essayent de donner des histoires d'amour à Astérix, mais ça marche tellement pas. Bon, je vais pas y passer 10 000 ans. La surprise de César, c'est dommage. C'est l'adaptation de deux bandes dessinées, Légionnaire et Gladiateur. Du coup, le film il est divisé en deux parties assez chelou. T'as vraiment toute la première moitié Légionnaire et toute la dernière Gladiateur. Du coup, t'as l'impression que t'as un peu perdu ton temps au début, vu que le centre de l'histoire sera plutôt Gladiateur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des scènes vraiment très intéressantes et très drôles, notamment avec toute la partie Légionnaire, qui est peut-être l'album le plus drôle, je pense. Ouais. Il y avait les Larriers de César aussi, qui était pas mal hilarant. Bon, bref, pour le top des albums d'Astérix, ça sera un autre jour. Le secret de la potion magique, du coup, réalisé par Astier et Louis Clichy. Il y a beaucoup de trucs très intéressant là-dedans, surtout le développement autour de Panoramix, vu que ce sera lui le centre de l'histoire véritablement, ainsi que le méchant Sulfurix qui est pas mal captivant à regarder et qui descend vers la folie d'une façon assez subtile que j'ai trouvé, que j'ai bien aimé. Mais je trouve que scénaristiquement il y a des trucs qui plombent pas mal. La dispute là vers la fin autour d'Astérix et Obélix, c'était forcé pour amener le scénario, j'ai pas aimé. Et puis pas mal d'autres trucs aussi qu'il faudrait peut-être développer mais que j'ai pas vraiment le temps. Mais qui font que ouais, l'histoire elle est moins prenante. Et ce qu'ils font à la fin... Alors moi je suis un grand fan de Kaiju, donc j'ai beaucoup apprécié, mais ça colle pas vraiment avec Astérix, vous voyez, même si ça reste toujours mieux que le ciel lui tombe sur la tête. Les Vikings, donc c'est l'adaptation des Normands, et on a transformé les Normands en Vikings alors que les Vikings n'existaient pas à l'époque, et que de toute façon cet anachronisme avait déjà été fait dans Astérix, et c'était deux peuples différents, du coup je sais pas pourquoi on les appelait les Vikings. Là encore, Astérix n'est pas vraiment le centre de l'histoire, c'est plutôt Goudurix, qui était pas vraiment le perso le plus pertinent. On va lui donner une amoureuse aussi, qui aurait pu être un perso sympa, qui est quand même beaucoup trop cliché de films Disney quasiment en fait. Pareil, le coup des Normands qui veulent connaître la peur parce que ça fait voler, c'est déjà le con dans l'album, mais là c'est encore plus con. Parce qu'ils ont multiplié ça avec leur chaman ou je sais plus c'est quoi le truc, mais... Ouais non, c'était... Ça reste bien, très drôle. Et puis Jack France en Obélix, moi j'ai beaucoup aimé, c'est dommage qu'il l'ait parfait plus tard. Le domaine des dieux, donc l'excellent Astérix fait par Astier du coup, excellente adaptation de l'album,
excellent humour. Il a très bien su adapter ses gags à lui, à la Camelot hein, dans Astérix, là où je trouvais que Chabat galérait un tout petit peu, à titre personnel évidemment. Là ça marche mieux et tout le commentaire social est très pertinent et très intelligent, qui était déjà dans l'album, hein, qui est parfaitement rendu dans cette adaptation. Astérix et les Indiens, c'est quand même un peu moins bien, faut dire. Déjà, c'est un poil raciste, hein, et un poil sexiste aussi. J'avoue que l'indienne, là, en mini-jupe, hyper sexualisée, mais ça a pas mal vieilli, hein, faut dire. Et puis, il faut se rendre compte que l'album de base, La Grande Traversée, c'était pas le plus pertinent. En fait, l'album, il avait les mêmes problèmes que La Surprise de César, bizarrement. D'ailleurs, c'est dans cet album qu'on a les Vikings. Hein. Là, dans l'adaptation, ils sont concentrés sur les Indiens, même si en vrai, c'est assez court dans le film, ça dure vraiment que 30 minutes. Et ça rend pas justice, parce que ça aurait pu être plus drôle, plus pertinent, mieux mis en scène, mais ça foire dans pas mal de levels, ce qui est dommage, hein, même si c'est quand même assez intéressant à la fin. Et c'est probablement dû au fait que c'est pas des Français qui ont fait le film, c'est des Allemands. Ich liebe dich. Et voilà enfin pour les aventures de Journal du X et Ike-X. Et Jean-Patrick. Non, il y en a un qui s'appelle THX, je crois. Enfin, ça sonne large. Je crois que le petit a un nom de héros du genre Malcolm X. Donc nous allons pouvoir enfin en venir au film. Mais avant, fait exceptionnel, je vais parler d'un jeu vidéo. Presque première fois. Peut-être que j'ai dû en évoquer quelques... Ouais si, j'ai parlé de Minecraft. Bon bref, je vais parler pleinement d'un jeu vidéo, parce que en juin, du coup, sont sortis les chapitres 3 et 4 de Deltarune, fait par Toby Fox, qui est un spin-off de Undertale, c'est compliqué, donc Undertale c'est mon jeu vidéo préféré, si vous savez pas. Et Deltarune, du coup, c'est plus long, plus complexe, et c'est sur plusieurs chapitres. Et ça dure actuellement à peu près, genre... le premier chapitre est sorti en 2021. Alors non, c'est le chapitre 2 qui sortait en 2020. Ah, je sais plus. Bon, c'est très long en tout cas, à faire, presque autant que mes vidéos, mais les chapitres sont sortis, du coup je vais m'amuser à en parler. Je donnerai pas de note vu que c'est un jeu vidéo et qu'il est pas fini, c'est à peu près la moitié on pense, on n'est pas sûr. On théorise pas mal qu'il y aura que 7 chapitres, mais en vrai on n'en sait rien, c'est dit nulle part. Il y en a même qui disent qu'en fait il y en aurait que 5, mais bon, ça m'étonnerait un peu. Enfin, donc j'ai adoré les chapitres, j'ai adoré l'univers qu'elle a continué à créer autour de ses personnages. Donc dans le chapitre 3 qui va être une parodie de show télé, donc vous l'aurez vu, la présentation que j'ai mis au début de cette vidéo du personnage de sa présentation est légendaire, et le perso en soi qui est tout aussi génial vaut vraiment le coup, c'est l'antagoniste du chapitre, c'est pas un spoil, hein. Très intéressant par rapport aux autres antagonistes qu'on a eu dans les chapitres précédents, parce que pour le coup, lui, il veut véritablement que le bonheur, c'est une télé, il est fait pour divertir, de nos personnages, surtout Chris, antagoniste. Si vous connaissez pas Deltarune, vous allez paumer, je pense, hein, de ce que je raconte. Bon bref. Mais Tena le fait d'une manière qui peut rendre pas mal à l'aise, et c'est ce qui va être génial. Puis il y a tout le côté tragique du fait que tout le monde l'abandonne au cours de l'histoire. Je vais pas spoiler 50 ans, mais voilà, c'est vraiment très fort ce qu'il arrive à faire. Dans le chapitre 4 aussi, c'est pas mal. Il y a pas d'antagoniste dans ce chapitre, il y a même moins de perso que d'habitude, mais c'est surtout sur le développement de certains personnages, et notamment celui de Suzy, qui va rendre ça très efficace. Voilà, Suzy, c'était pas l'un des meilleurs persos de l'histoire, je l'ai trouvé, même si elle était centrale, et il n'y avait pas vraiment d'atome crochu très fort avec elle, et là, ça s'est commencé vraiment à se développer, parce qu'on approfondit pas mal sa backstory, notamment c'est couplé avec le développement d'un autre personnage qui arrive dans le chapitre 4, qui a un lien très fort avec Undertale, mais c'était génial, notamment sur un combat de boss qui est probablement le meilleur de tout Deltarune, avec la meilleure musique du chapitre. Je sais pas si c'est la meilleure musique du jeu en soi, j'ai pas analysé toutes les musiques, je les connais pas par cœur, mais elle défonce sa race. De toute façon, Toby Fox est un excellent compositeur, hein, ça c'est déjà entendu pas mal de fois. Voilà, mécanique du gameplay, c'est aussi super inventif, c'est fou de se dire qu'il peut... Parce que Undertale c'était il y a combien d'années, 2015, donc c'était il y a 10 ans quoi. Et pourtant en 10 ans il a continuellement su se renouveler, créer de nouveaux mécanismes avec son système. C'est quand même dingue, il y en a qui sont pas foutus de faire autant quoi, vous voyez. Notamment t'as tout un moment de mécanique autour du micro qui doit être galère pour certaines personnes, je pense c'est pour ça que c'est en bonus, c'est pas vraiment dans la continuité principale. Mais non, c'est génial. Et on a aussi pas mal de secrets évidemment dans ce jeu. Je vais pas trop les spoiler pour les gens qui voudraient découvrir, mais par exemple dans le chapitre 3 autour des mini-jeux qui est pas mal angoissant, on peut se demander sincèrement où est-ce qu'ils comptent aller avec ça. J'avoue que moi perso je vois pas, mais je pense que ça va être pas mal, hein. Puis c'est ça qui est bien, c'est que continuellement il nous surprend toujours de la voix qu'il emprunte, et il nous fait plaisir avec cette voix-ci. En parlant de voix, t'as la fameuse Weird Route, qui est un chemin alternatif qu'on peut prendre, dans le chapitre 4 qui était pas mal perturbant là aussi, qui a même été censuré, c'est une histoire assez compliquée, mais finalement le rendu qu'on a au final est très stylé je trouve, et l'humour est toujours à nous faire décéder de rire
rire d'une manière exquise. Là aussi, il se renouvelle partout, quoi. Dire, son gameplay est renouvelé, son histoire est renouvelée, son humour est renouvelé. Il fonctionne trop bien. Moi, j'ai pas d'argument. Juste que je kiffe. Je kiffe et c'est vraiment génial. T'as toute la partie aussi que t'es dans la maison, là, avec l'âme. Je vais pas spoiler, mais c'était quand même vraiment super. Bon, bref. Je vous conseille juste de jouer à ce truc. Et puis, je vais le dire sincèrement. Quand Deltarune est arrivé, je pensais que ça allait être forcément moins bien qu'Undertale. Et même quand le chapitre 2 est arrivé. Et là, avec les implications du chapitre 4, de ce que ça veut développer, je pense sincèrement que ça peut même réussir à être mieux qu'Undertale. Ce sera à voir comment ça va se conclure. Mais on est bien parti à ce niveau-là. Donc bon, bref, vivement le chapitre 5, qui sortira en 2026. Alors, on n'a pas encore date précise. Hein. Moi, je pense que ça va être en juin aussi. Ça m'étonnerait franchement que ça parte en décembre, hein, vous voyez. Ce sera quand même un peu tard. Même si, en vrai, c'est un peu possible que ça tourne autour de septembre-octobre, vu que c'est plutôt généralement par là qu'il est sorti ces chapitres. En tout cas, on sera là pour le découvrir. Enfin, moi, je le serai. Allez, voilà, là qui est fait. Les jeux vidéo, c'est fini. Nous allons pouvoir enfin retourner dans du vrai art. Et parler de films, et pas n'importe lesquels, vu qu'on va parler d'un bon vieux film du tonton Alfred, à savoir Meurtre, qui est un titre générique qui peut s'appliquer à genre le 3/4 de ses films, et où je lui ai mis B, tout simplement. Façon meilleure, encore une fois, l'un de ses premiers. Enfin, je crois que c'est plutôt le 10e, truc comme ça. Mais bon, qu'est-ce que ça raconte finalement? Une jeune femme est condamnée au meurtre d'une autre jeune femme lors d'un procès, mais après délibération, l'un de ses jurys commence à éprouver un doute valable sur la culpabilité de l'accusé, qui est du coup en prison hein, pour meurtre. C'est-à-dire qu'il doit vraiment essayer de prouver son innocence, genre une semaine avant la chaise électrique, quoi. Enfin non, c'est Zola, je me souviens plus exactement des détails, et ça reste très fort sur sa vie, sur beaucoup d'aspects, mais c'est quand même vraiment efficace, et beaucoup plus que Chantage par exemple, dont j'ai parlé le mois dernier. Les persos principaux sont assez attachants, ils sont assez intelligents, ils sont assez ce qu'il faut, quoi. Ils vont pas être les plus marquants, mais ils sont efficaces, ils sont pas insupportables, c'est bien, c'est même très bien. En plus, ils sont tous liés au milieu du théâtre, voilà, donc ça fait un point commun avec moi, enfin à peu près. Ils sont acteurs, ce que je veux dire. La réalisation est pas mal aussi. Durant les moments avec notre prisonnière, dont j'ai oublié le nom, les effets d'ombre avec les barreaux sont assez élégants, je veux dire, même s'ils ne seront jamais aussi efficaces que ceux du Dr Mabuse der Spiller de Fritz Lang, qui était sorti 10 années plus tôt, si on suit la date. C'est sûr que ça fait vraiment le Hitchcock du pauvre, un peu, si on veut, vu que c'est une histoire classique de faux coupable, même si là, en l'occurrence, on le sait techniquement pas tout de suite que c'est pas elle la coupable, c'est juste qu'on a un doute. Ou là, dans les films plus récents, ils nous montreraient directement qu'il est totalement innocent, comme c'est dit, par exemple, dans Faux coupable, hein, ou dans La mort aux trousses. Toute la partie autour du procès était une scène très bien faite, assez comique, malgré tout, ça m'a un peu surpris, mais ça reste très intéressant. Et d'une manière générale, j'aime beaucoup les moments de procès dans les films, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. C'est vraiment très fort la manière dont les cinéastes ont de nous montrer des discussions qu'on comprend que dalle, mais qui nous fascinent à un certain point. Et je vais me permettre de spoiler l'identité du tueur, vu que je m'en branle et que personne va voir ce film. Déjà intéressant parce que la manière dont ils ont pas de le coincer mais de savoir que c'est lui, c'est la manière Hamlet. C'est-à-dire que dans Hamlet, le prince du Danemark, pour s'assurer que son oncle ait bien tué son père, va écrire une pièce de théâtre où c'est directement ce qu'il soupçonne qui est joué, et en fonction des réactions de son oncle va déterminer sa culpabilité. Bah là c'est globalement pareil, hein. On va faire jouer au tueur une relecture de sa scène de meurtre, et suite à la scène, il se doute bien que ce sera lui le coupable. Le film ne se termine pas à ce moment-là, il y a d'autres trucs après, mais ce que je voulais surtout parler, c'était le fait que le tueur s'était considéré comme l'un des tout premiers persos queer, on va dire, du cinéma britannique, étant donné que c'était un travesti. Mais qu'il n'est pas travesti de bon cœur, c'est pour fuir la police en gros qu'il l'est. Donc bon, ça reste discutable, on va dire, l'interprétation, mais ça reste plus ou moins important, et puis c'était le mois des fiertés, fallait bien que je en fasse, vu que j'ai quasiment pas parlé de ça. À part pour But I Am Cheerleaders, si je dois dire, je suis assez content, j'ai pu repérer son caméo assez efficacement, je suis un peu fierté, hein, parce que je savais pas qu'il serait à ce moment ici. Et sinon, quoi rajouter? Ah oui, il y a une version allemande du film. Alors, je n'en parle pas pour spécifier le fait que les Allemands doublent absolument tout ce qui existe sur le monde, mais surtout pour parler du fait que durant les années 30, au début du parlant, on ne savait pas bien comment exporter les films à l'étranger, notamment dans les pays qui parlaient pas la même langue. C'était compliqué. Alors ce qu'on faisait à l'époque, c'est un truc qu'on a vite abandonné parce que ça coûtait des pépettes, c'était qu'on retournait le film directement avec une autre langue. Des fois avec le même réal, des fois avec d'autres. En gros, c'est-à-dire que genre on va tourner la scène A en anglais à midi, et à 14h on va tourner la scène A en français.
Voilà. Et on faisait ça sur différentes langues pour essayer d'exporter un peu mieux. Voilà. On a vite abandonné ça parce que ça coûtait beaucoup plus cher de tourner du coup 2 films ne serait-ce que pour 2 langues. Et on a préféré le doublage et le sous-titrage. Si j'en parle là, c'est surtout parce que la version allemande du coup de Meurtre qui est tournée par Hitchcock lui-même est légèrement différente scénaristiquement de ce que j'ai entendu parler. Il s'appelle Mary, je suppose plutôt, et c'est souvent considéré comme 2 œuvres à part plutôt qu'une seule. Donc ça m'intéresserait de le voir pour savoir quelles sont les différences, etc. Mais c'est galère de trouver, j'ai l'impression. Voilà ce qui clôt ce film. Nous allons tout de suite aller vers le suivant. Et là encore, c'est quand même un assez grand réal qu'il a fait. C'était Dead or Alive Final de Takashi Miike, qui est un film à ne pas confondre avec Dead or Alive, One Dead Dead or Alive, le film pas la série, One Dead Dead or Alive, Hell Fury One Dead Dead or Alive, Dinosaur Dead or Alive, Hitler Dead or Alive, Alive or Dead, More Dead Dead Alive, The Dead Are Alive, Dead or Alive, Dead Alive ou Branded. Voilà, donc ça c'est un gars qui était totalement pompé de chroma que je voulais absolument faire mais que j'ai oublié durant la dernière vidéo. Donc le Dead or Alive Final c'est évidemment le dernier opus, d'où le titre des Dead or Alive, la trilogie de Miike, où je lui ai mis des plus. Pas mal en dessous des 2 précédents pour différentes raisons. Bon, je commence à parler du scénario, ça n'a encore une fois strictement rien à voir avec les 2 précédents, quoique j'y reviendrai. Nous sommes dans le futur, en 2340, je sais plus combien, où le maire d'une ville à la con, dont j'ai oublié le nom, a inventé une drogue qui rend heureux. Il compte la faire propager en masse à toute la population, et pour ça il va se faire aider de la milice, du coup, enfin de ses flics, dont le chef est joué par le Yakuza du premier film, qui est aussi l'un des tueurs à gages du second film, et qui, j'en ai pas parlé, est également l'acteur principal de Samoto Sone, toujours le meilleur film du monde. Mais cette milice va être en déroute due à la résistance qui se mettra en place, dont l'un des membres est un répliquant, genre comme dans Blade Runner. Ouais. Vous croyez qu'ils ont dû payer les droits de Philip K. Dick? Enfin, le répliquant, il est joué donc par le deuxième luron, qui était le flic dans le premier Dead or Alive, et le deuxième tueur dans le deuxième Dead or Alive. Donc voilà, donc c'est toujours leur dualité qui est plus ou moins au centre de l'histoire. C'est quand même véritablement le seul lien entre tous ces films, et le fait que Miike les ait réalisés. Le grain de l'image est très spécial, il est vraiment super jaune, à tel point que c'est assez dérangeant, c'est pas le plus moche, on croirait qu'il a filmé ça au Mexique. C'est pas vraiment ça que je me plains, c'est surtout le fait que c'est, je trouve, trop porte-nawak, même par rapport aux autres. Les 2 premiers de Life partaient très souvent en couille, mais là c'est exagéré, notamment vers la fin. Et puis en termes de personnages purement, alors le répliquant et le chef de la milice ont des histoires assez intéressantes, qui sont bien développées, je trouve, pas mal prenantes, donc le film avec sa femme et le répliquant qui va essayer de s'humaniser un peu à Terminator avec notamment un gosse, hein. Même si c'est pas assez développé, notamment parce que le film perd un peu son temps à introduire de nouveaux persos qui, là encore, ne seront pas assez développés, comme quoi c'est un défaut récurrent. On se demande pourquoi on les a mis, notamment la coéquipière de notre chef de police, Mike, qui au début ça fait genre vraiment perso principal, mais finalement elle est éclipsée assez vite et sans trop de cérémonie, hein. Et puis tout ce délire avec la drogue qui est donc fait par le maire, qui là aussi a une excentricité assez drôle et bien pour un antagoniste, même si quelquefois c'est assez irréaliste de ce qu'il fait, mais qui est bizarre parce qu'on ne développe jamais véritablement ce que cette drogue fait. Je vous ai dit qu'elle rend heureux, c'est comme ça que le film le présente, mais aussi la manière dont il le dit, moi ça m'a fait penser que genre la drogue elle rendait homosexuel. Voilà, encore le mot des fiertés. Bon, globalement ce qu'il fait c'est que genre il va citer un dicton romain qui est que l'amour hétérosexuel n'est qu'une illusion pour la reproduction, alors que l'amour homosexuel est le véritable amour pur. Et juste après il va dire que j'ai créé une drogue qui crée l'amour pur, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement des dialogues, mais c'est dans ces eaux-là. Donc du coup moi j'avais compris ça comme quoi sa drogue rendait homosexuel. Je pense que c'est pas ça que le film veut nous faire comprendre. Il serait quand même plus simple s'il nous montrait véritablement ce qu'elle faisait. Et puis le perso est effectivement homosexuel, ce qui explique cette fin, ce dernier plan très perturbant, et toute cette fin que je vais absolument spoiler. Alors, avant ça, je vais quand même dire, si vous voulez regarder Dead or Alive 3, regardez les autres avant, parce qu'il va se permettre de spoiler les 2 premiers. Il va arriver avec un autre défaut que je vais développer juste après, mais avant la fin. Donc, nous avons le répliquant et notre chef de milice, qui, spoil vraisemblable, est aussi un répliquant. Et lorsque les deux se combattent, ils fusionnent, et ça donne le machin là sur l'affiche. Je ne sais pas si vous voyez trop bien, mais c'est une bite sur la tête. Donc il fusionne en robot géant chibre qui s'appelle DOA 2001 je crois, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait ce robot?
Le film se conclut là. Il y a une scène après, donc qui est le plan assez perturbant. Je sais pas ce qu'ils ont fumé pour la fin. Hein. Autant le premier Dead or Alive avait une fin qui est extrêmement partie en couille, mais il se justifiait par rapport à tout ce que le film voulait être avant. Ça rendait vraiment une contradiction avec ce qu'il était au départ, ce qui rend le truc drôle et bien fait. Là, c'est juste what the fuck sur un film qui était quand même pas mal what the fuck de base et qui apporte vraiment rien au message du truc, quoi. Je sais pas ce que Mickey a voulu faire. Hein. Et donc le défaut que je voulais dire aussi, qui est plus personnel là, c'est surtout j'aimais bien le fait que les deux premiers films n'ont vraiment strictement rien à voir à part les interprètes principaux. Ça a créé leur propre bulle intrinsèque qui me faisait dire que cette trilogie était unique au monde, vous voyez. Mais là, ils ont essayé de nous les rapprocher, de nous créer une connexion dans le scénario, vu que dans le troisième film, on aura des flashbacks des deux premiers, qui n'ont aucun sens, hein, vraiment. Ça ne veut rien dire, ça arrive à la fin, ils ont des flashbacks sur les deux premiers films, et tu ne sais pas pourquoi? Je ne sais pas. C'était leur vie antérieure, un truc comme ça, mais non, ça colle pas non plus. Hein. Puis si on devait faire une chronologie des films, à part à la limite si le 2 se passe avant le premier, mais sinon c'est vraiment très bizarre. Hein. Non, je trouve que ça marche pas. Je préférais ma première interprétation, que c'était des films déconnectés. Donc le troisième film qui essaie de reconnecter tout ça, une manière qui n'a aucun sens en plus, ça vraiment m'a gâché un peu mon expérience. C'est pour ça que je lui ai mis une note aussi basse, même si je dois reconnaître qu'en vrai, le développement des deux protagonistes est quand même assez intéressant. Puis Mickey, ça reste pas Joel Clodo, quoi, donc j'ai pas eu beaucoup de ses films, mais il s'est débrouillé, hein. Il a notamment fait Audition, que je conseille de voir à tous les niveaux, sauf si vous êtes particulièrement sensible, il va faire très très mal, hein, vraiment. Et enfin, bon, nous avons encore un autre réalisateur, j'ai que des réalisateurs très importants, j'ai l'impression, que je cite, là en l'occurrence c'est un carré jaune, c'est-à-dire Wes Anderson, avec son dernier film, qui m'a casser les couilles à la prononciation. Alors c'est The Phéonician Schema, le schéma phénicien, voilà. Je ne sais plus pourquoi ça s'appelle comme ça. Je lui ai mis quoi? Je lui ai mis B. Le scénario, ça a un concept très marrant qui me fait exploser de rire dans pas mal de moments du film. À savoir, notre protagoniste joué par Benicio del Toro est un homme d'affaires que absolument tout le monde veut buter, mais lui réussit toujours à s'en sortir d'une manière comique. Le rendu est très cartoon, du coup ça me fait hurler de rire. Et il est bien fait dans son cartoon, notamment avec la réalisation d'Anderson, donc dans cette symétrie absolue des plans qui me fascine et que j'arrive jamais à faire. Regardez-moi ce plan de con là, bref. Et cet éclairage joli. Le défaut qu'on associe principalement à ce film, c'est le fait que c'est vraiment Anderson, très Anderson, et qu'il a paumé pas mal de gens. Moi ça me gêne pas, puis de toute façon je suis pas expert en Wes, mais je peux comprendre que ça puisse saouler, parce que même moi ça m'a saoulé à quelques reprises. Parce que le scénario il est assez confus à pas mal de moments, et qu'il est quand même osé dans ce développement un peu, faut dire ce qui est quoi. C'est tout pour le comique on va voir ce film, et malgré tout le comique réussit pas à l'emporter sur l'ensemble du film. C'est pour ça que c'est que B, ça reste vraiment très drôle hein, à regarder. Et avec pas mal d'acteurs récurrents que j'aime franchement énormément. C'est genre, attendez, je vais regarder. Donc nous avons Del Toro comme je l'ai dit, il y a Michael Cera, donc le fameux Skull Pilgrim, il y a Tom Hanks, il y a Bryan Cranston, donc Walter White, hein. J'adore Breaking Bad, c'est ma série préférée. Il y a Matthew Malrick, c'est vrai, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Battlestar Counter-Strike, Sherlock, Bill Murray du coup qui joue Dieu. Étant donné que c'est l'acteur le plus récurrent de tout Wes Anderson, c'est compréhensible, hein, que ce soit Dieu pour lui. Charlotte Gainsbourg est dans ce film. Et puis il y a Willem Dafoe, que j'aime de tout mon cocolo, qui a une scène quoi, vraiment, enfin même pas une scène, c'est un figurant dans le film. C'est un des plus grands acteurs du monde quoi, fait le jouer autre chose, je sais pas. Je sais même plus s'il a joué dans d'autres de ses films. Scorsese lui fait mieux, voilà, il lui fait plus honneur. Bon, c'était quand même pas trop mal, même si c'est pas, j'y reviendrai pas au galop dans ce film, je conseille quand même de voir, hein. Ça vaut le coup d'œil au moins une fois. Un film qui m'a beaucoup plus intrigué, marqué et tout ce que vous voulez, c'est, oh putain c'est chiant à dire, Lumberjack the Monster, ça veut dire bûcheron, le monstre, comme ça je crois, qui est un film de Miike, de Takashi Miike, hein, donc comme les Dead or Alive, Audition, Visitor Q et tout le team. Et là je lui ai mis A, qui est un film bougrement d'intelligence, c'est un thriller, ça va raconter l'histoire d'un psychopathe, il me semble que c'est bien ça le terme précis, qui est avocat et qui n'hésite pas à tuer des gens quand ça peut lui faire plaisir et lui rapporter gros durant ses affaires. C'est pas vraiment très expliqué ce qu'il fait, mais globalement c'est ça l'idée. Mais il sera pris pour cible par un tueur en série, qui cherche à tuer des psychopathes. Donc nous avons un défi mental entre deux détraqués, qui est assez plaisant à regarder durant pas mal d'instants du film, qui est couplé à un autre truc très intéressant, c'est que notre psychopathe adoré n'est pas psychopathe de naissance, je dis beaucoup de fois psychopathe, mais parce qu'il a un implant à l'intérieur de son crâne qui appuie sur sa zone d'émotion. Je ne sais pas si c'est possible, si ça marche vraiment, mais c'est ce que le film dit en tout cas. Et donc en appuyant sur cette zone, ça lui empêche toute empathie humaine, de ce qui lui fait qu'il n'hésite pas à tuer.
Et c'est un perso qui va redécouvrir ce que c'est d'avoir des émotions, ce qui est pas mal à analyser, notamment sur beaucoup de scènes. C'est ça qui va être compliqué d'en parler parce que c'est clairement un film qui, je pense, est plus intéressant à regarder que à expliquer comme ça. Puis, couplé à cela, nous avons une autre intrigue autour d'une flic qui veut coincer ce tueur qui est pas mal aussi, très intéressante, moins pertinent je trouve, mais qui a beaucoup de scènes assez intéressantes aussi, là encore. Là, c'est un film qui donne envie d'analyser sociologiquement parlant, je pense qu'il doit se jouer à pas mal de reprises. Si on faisait des réactions de ça par des vrais sociologues, ils diraient que c'est probablement de la merde, mais moi, en étant un culte de ce genre de pratique, profane on va dire, ça m'a beaucoup intrigué et intéressé. Donc je pense que c'est une réussite de la part de notre poteau Mickey. J'avais vu sur Netflix, je ne sais pas s'il l'est encore, s'il l'est n'hésitez pas à regarder. Et puis ce qui est bien c'est que c'est quand même beaucoup moins violent que ce qu'il fait d'habitude. Enfin d'habitude, il a fait un film sur des magical girls, mais bon. Je rappelle que Mickey, je vais vous le dire, a fait un film sur un mec qui se tape une meuf à tête de vache. Donc là, de le voir des thrillers un peu plus accessibles, c'est quand même sympa. Voilà. Et la production design, elle est bien, j'aime bien le costume qu'ils ont donné au tueur en série aussi, c'est assez intelligent. Voilà, donc j'encourage à aller voir ce film. Sincèrement, voyez-le. Bon, ça va être plus court et plus politique encore une fois. Le film c'est J'ai 8 ans de Yann Lemaçon et Olga Baïdar Polyakov, qui est un documentaire pour le coup, court-métrage, 8 minutes, et qui va parler de l'Algérie. À l'époque, on était encore durant la guerre, il me semble. Je vais pas dire de conneries, c'est 61, faudrait peut-être que je vérifie. J'ai la flemme. Et c'est un film que, je vais pas le mettre de notes parce que c'est un court-métrage, mais c'est un film qui sait particulièrement bien utiliser sa durée. Globalement, c'est juste des enfants qui vont nous raconter une histoire assez horrible sur des dessins d'enfants et entrecoupés d'images de vrais enfants. C'est très fort pour le peu de temps que ça a duré, tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc le prochain film pour le coup est un poil plus long mais traite à peu près du même sujet. C'est Les mots qu'elle jure un jour de Raphaël Filosio, qui est en parallèle à mettre avec le film précédent, vu que Les mots qu'elle jure un jour, j'ai vu en avant-première, et en avant-première ils avaient également mis le court-métrage avant, vu que c'est un sujet assez proche. C'est un autre documentaire, Les mots qu'elle jure un jour, qui va nous raconter, donc je vais remettre dans le contexte. À la fin de la guerre d'Algérie, Yann Lemaçon, donc qui a réalisé le film J'ai 8 ans, tourne un autre documentaire sur des femmes qui sortent de prison parce qu'elles avaient mis des bombes dans pas mal d'endroits, donc elles avaient fait des actes de résistance contre l'occupation française. Seulement ce film, ce petit film d'une quarantaine de minutes je crois, s'est fait censurer, n'a jamais pu sortir, et 10 années plus tard, vers 2010, 2011, quelque chose comme ça, Yann Lemaçon cherche à remettre à jour son court-métrage, à le sortir finalement. Il réussit à retrouver les images, mais il a pas le son, malheureusement, il a été perdu totalement, et ça le déprime, puis il va chercher à retrouver ces dames pour les interviewer et savoir qu'est-ce qu'elles veulent dire maintenant, après les 60 ans qui se sont écoulés, depuis la fin de la guerre, mais il ne pourra jamais finir son film, vu qu'il sera décédé malheureusement. Mais Raphaël va terminer pour lui le long-métrage, pas mal d'années plus tard, hein. Il va retrouver les dames, les interviewer, celles qui veulent, et quand même essayer de sous-titrer aussi le film en lisant sur les lèvres, etc. etc. C'est très fort. Je lui ai mis A. Très bon documentaire, qui a comme défaut d'être vraiment une succession d'interviews, qui est dommage, hein, c'est pas les documentaires les plus intrigants à regarder je trouve, mais qui est très fort dans son propos de ce qu'ils veulent dire, de toutes ces femmes, ce qu'elles racontent, ce qu'elles ont vécu, et également de celles qui ne veulent pas parler. Certaines d'entre elles ont refusé des interviews, on dit pas leur nom, hein, jamais, on respecte, mais on explique quand même un peu pourquoi elles veulent pas. C'est très intéressant. C'est une histoire vraiment extraordinaire qui vaut d'être regardée au moins une fois. Même plus, hein, parce que c'est cinématographiquement parlant, il y aura pas des masses de trucs qui vont vous intriguer. Je pense que dans le docu original en noir et blanc, il y aura peut-être eu plus de trucs, je sais pas. Mais le résultat qu'on a là est le plus proche de ce qu'on aurait dû avoir si le monde aurait été mieux fait, mais malheureusement. J'ai beaucoup de fois malheureusement, hein, encore cette vidéo. C'est tout de même très bien qu'on ait réussi à, malgré tout, conserver un peu des échanges qui a eu lieu durant ce dialogue qui était plus ou moins la toute première fois qu'une réunion de femmes a été filmée. Vraiment, il me semble que c'est plus ou moins la première fois que ça s'est fait. Un léger défaut du film, c'est quand même que si t'es pas habitué à l'histoire d'Algérie, tu vas te paumer sur pas mal de trucs. Comme des gens comme moi, par exemple, j'ai été paumé à certains moments sur des noms, etc. Mais au moins, ça donne envie de se renseigner. Ça, c'est le mieux, hein. Vraiment, c'est un film qui, comme un bon documentaire, est plus intéressant que émotionnel. Même si, il y a quelques moments qui m'ont fait un peu tirer la larmichette, je vais le dire. Mais bon, là encore, c'est plus un film qui se doit d'être vu que
discuter comme ça dans une vidéo filmée comme un pleutre. Un film qui s'y prête plus par contre, c'est celui dont je vais parler juste après, qui est Le Sens de la Fête, d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc vous connaissez probablement ce film avec Jean-Pierre Bacri, que moi aussi j'ai adoré, je lui ai mis A. Encore une fois, c'est une préparation de mariage et le mariage en soi qui se passe mal. Et c'est là l'aspect comique des trucs, c'est généralement quand les trucs foirent, c'est un peu marrant. Et que c'est bien fait dans la rigolade. Le film, il est vraiment super drôle. Hein. Énormément de moments font mouche, les gags sont très variés, ce qui est notamment dû au fait qu'il y a beaucoup de personnages qui ont tous des personnalités assez éparses, même si du coup avoir une globalité comme ça de personnalités, ça les empêche un peu toutes d'être aussi exploitées. Celui qu'elle peut exploiter, c'est pas écrit évidemment, mais certains sont un poil expédiés vers la fin. Mais je trouve tout franchement assez drôle et bien fait. Donc la dynamique entre le perso de Gilles Lelouch et de Haïdari était là aussi un peu cliché certes, mais quand même qui fait sourire pas mal. Hein. Je pense que c'est voulu le fait que c'est cliché pour rajouter du comique. Jean-Paul Rouve, j'adore cet acteur, hein, je trouve. Il peut autant gérer le comique que dans le tragédie, même si je trouve les tuches insupportables, mais ça peut-être un autre jour. Et là la dynamique qu'il a avec son élève de stage, vraiment champ max, hein, si vous voulez mon avis. Le mari aussi, du coup qui va être marié parce qu'on se centre plus sur lui que sur sa femme, et est un sacré, quand même un peu un petit con, mais le film l'accepte dans le fait d'être un petit con et ça le rend drôle. Vraiment il y a des trucs qui sont vraiment golden. Le coup du discours qui tire des plombes là, c'est très surréaliste en vrai, mais ça me fait très rire. Vincent Macaigne, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, en chieur de langue française, même si je trouve qu'il est pas assez exploité à la fin. Il y a des moments qui rendent justice et qui est pas totalement insupportable son personnage. Même si il est très névrosé de la langue, il sait reconnaître les priorités du moment. Voilà. Ce qui fait que c'est un bon gars quoi. C'est dommage que William Gilles n'ait pas un rôle très important parce que moi j'aime beaucoup cet acteur. Mais voilà, ça arrive. Hein. Là il est quand même vraiment super secondaire. Et j'aurais cru que tout son délire autour des tours de magie amènerait à quelque chose vers la fin. Finalement non. C'est un peu con, santé facile, mais bon. Le perso d'Alma Ivanov aussi, très correct. C'est pas le plus marquant, mais franchement c'est bien. Bon, je vais pas tous les faire, j'ai la flemme. Mais non, franchement, c'est un super film que je conseille de voir. Très connu de toute façon, je pense qu'on vous l'aura déjà proposé avant. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas. C'est un gros oui de ma part. Un dernier mot. En anglais, on appelle ça c'est la vie. Et certaines personnes se plaignent des traductions françaises de titres anglais, mais bon, hein. Remarquez que ces connards d'américains font pareil que nous, et ça tout le monde s'en fout. Bon, voilà, après, qu'est-ce qu'on a comme film sympa à parler? The Endless de Aaron Moorhead et Justine Benson. Justin, je sais pas. Je trouve que Justine ça fait trop féminin, alors que. Mais c'est peut-être les anglais qui pensent comme ça. Enfin, ça, c'est si ces connards de British veulent bien prononcer des trucs correctement une fois dans leur vie. Je lui ai mis B+, même si ça peut tomber dans le B un peu. C'est plus de la sympathie vraiment de ma part. Parce que le film, il a comme défaut d'être très amateur et ça se voit peut-être un petit peu trop. Enfin bon, je vais quand même essayer d'en parler un tout petit peu. Le scénario. Alors, nous suivons deux frères qui sont joués par les deux réalisateurs, qui ne sont pas frères dans la vraie vie, qui ont dans le passé fui une secte et qui là décident de revenir à elle, vu qu'ils ont été appelés par une cassette, enfin qu'on leur a envoyé une cassette vidéo, et ils ont voulu refaire un tour pour voir si c'est toujours la merde, parce qu'il y a un truc de nostalgie. Donc il y en a un qui a perdu pas mal de souvenirs de cette époque là-bas, qui est enclin à rester, alors que l'autre lui il se souvient beaucoup de ça et il veut se barrer au plus vite. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir que cette secte et le lieu dans lequel elle habite n'est pas vraiment très normal. Donc le film n'hésite pas à emprunter de l'univers Lovecraftien, ce qui est une bonne base d'inspiration, même si les révélations qu'on aura sur les choses magiques et surnaturelles du lieu n'ont pas beaucoup de sens, enfin sont assez bizarres dans la manière dont c'est montré. Je vous laisserai découvrir, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est une bonne idée je trouve. Ça rentre bien avec le titre et avec l'ambiance du film qu'il veut créer, donc dans ces délires de boucles, donc sans fin. Vous l'avez. Et tout ça chapeauté donc par une créature mystique. On ne verra jamais la forme, qui est plus ou moins un monstre d'après ce qui est dit. Peut-être que c'est Cthulhu, hein, ou Cthulhu. Cthulhu. Le reste du film marche bien, il est sympa, mais il est pas vraiment trop marquant. À part vraiment la révélation qui va être faite, qui est assez originale, le reste c'est basique on va dire. Non pas que c'est mauvais, c'est pour ça que j'hésite un peu en vrai avec du B, parce que ça fait très amateur en vrai. La caméra tremble pas mal de reprises. Les sous-titres, que j'ai vu en sous-titré, hein, je sais pas s'il existe une version française mais je l'ai vu en sous-titré, sont clairement une traduction Google de sous-titres anglais. J'ai là, depuis quelques temps, ça se voit, ne serait-ce que le fait qu'ils hésitent tout le temps avec les vous et les tu, hein. Ça se voit que ça a été fait par-dessus la jambe, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça reste compréhensible, on peut dire que ça passe. Enfin, quand tu vois ça au cinéma, t'es quand même un peu déçu, je dois dire, hein, d'avoir ces sous-titres aussi minables. Donc l'insympathie que j'ai avec ce film, c'est le fait que moi aussi, j'ai fait du cinéma amateur, et que j'ai beaucoup de compassion pour ça, du coup. Je sais pas si je suis allé trop dur ou pas assez, vous voyez. Ce soir, c'était bizarre.
Mais malgré tout, j'aime bien le film. L'ambiance, comme j'ai dit, là, le fait que c'est deux potes qui veulent faire un film de Lovecraft, moi ça me parle, hein, perso. Deux fans de genre d'univers métaphysique. J'ai dit des trucs qui n'ont aucun sens et qui m'attirent. Et puis il y a le côté fait à la main directement, quoi. Parce que le film, il a vraiment un budget très bas, vraiment très bas. Je sais plus combien c'est, mais c'est vraiment pas ouf. Et il gère bien ses effets spéciaux, du coup, hein, je veux dire. La façon dont c'est filmé, ça fait qu'on voit pas trop que c'est kitsch. Moi, j'aime bien la manière dont ils ont fait ça. Ça aurait pu être très ridicule et finalement, ils s'en sortent efficacement. Ça, c'est déjà des tics de bon réal. Enfin, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. Anecdote, le film est plus ou moins une suite d'un autre de leurs films. Enfin, tu vois les protagonistes de leurs films précédents dans ce film-ci dans des seconds rôles, et ils feront pareil pour leur troisième film. Je ne sais pas quoi dire avec cette anecdote, mais ça existe, hein, dites-vous ça. Bon, comme je trouve plus rien à dire, on va dire que j'ai fini par aller là-dessus, et on va aller à la suite. Et c'est pas n'importe quel film, vu qu'il s'agit d'un film de cette fameuse saga de James Bond, à savoir Opération Tonnerre, du coup, de Terence Young. Il avait réalisé d'autres James Bond, je sais plus lesquels, je m'en branle. Je suis mal poli. Bon, lui, je lui ai mis B-, c'est pour l'instant mon James Bond préféré. C'est franchement pas celui-là que j'aurais cru au début, hein, parce que Opération Tonnerre, c'est vraiment un où on parle jamais. Mais bon, je pense que c'est mon préféré, notamment parce que, au début, James Bond prend des décisions lui-même. Il est à l'enterrement d'un de ses pires ennemis, de son propre chef. C'est pas le MI6 qui lui a demandé de faire ça, c'est lui-même, tout seul, comme un grand. Il a donc une personnalité, il sait faire des trucs, c'est dingue, hein. C'est quand même le 4e film et c'est la première fois qu'il fait ça, techniquement. Voilà, donc ça c'est la scène d'intro qui en vrai sert pas à grand chose. Mais après, le Spectre, l'agence secret ennemi de James Bond, décide de kidnapper quelqu'un pour une rançon par rapport à l'OTAN, etc. et d'autres histoires. Et trêve de toutes les coïncidences, James Bond était là, au même moment, dans la clinique où ils ont fait l'opération, donc ils vont essayer de le tuer aussi. C'est-à-dire qu'en gros, James Bond prend 2 décisions durant le film, vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Et c'est aussi là où il va être pas mal sexiste, notamment il va essayer de se taper une des meufs en étant pas mal agressif, faut dire ce qui est, et qui va la lâcher 2 scènes plus tard après avoir niqué. Alors que elle espère, elle pense qu'ils sont dans un vrai couple, vous voyez, c'est triste, hein, bon, hein, c'est un gros connard ce mec, forcément. C'est aussi durant ces scènes-là que James Bond manquera de se faire tuer par un tapis de massage. C'est très ridicule à regarder, du coup ça en est très drôle. Et je dirais que c'est quand même peut-être un peu ça qui va faire que le film sera dans mes préférés. En plus que James Bond choisit, il a le côté espion, gadget, assez marrant et ridicule parce que forcément dans les années 60 ça passait, mais maintenant on a grandi de tout ça. Parce que James Bond qui s'envole avec un jetpack, je veux dire, c'était quand même assez hilarant. Et puis malgré tout, les combats dans la flotte, où il y en aura beaucoup durant le film, sont c'est bien fait, hein, et assez ambitieuse pour l'époque, c'est sûr. Malheureusement, après, James Bond prendra plus de choix, vu qu'il devra suivre l'opération Tonnerre, d'où le titre. Hein. Voilà. Et durant cette opération, il va séduire une autre meuf, une autre James Bond girl, je sais plus c'est quoi son nom. Il y a un développement intéressant, vu qu'elle est apparentée avec l'un des agents du Spectre, le numéro 2, qui est l'antagoniste principal de ce film-ci. Et donc, il y a des délires un peu sympas, mais c'est... En fait, vu qu'à chaque fois, la conclusion, c'est toujours que James Bond se la tape, ça rend le truc moins fort, je trouve. Mais malgré tout, c'est quand même assez intéressant. C'est sûr qu'elle a pas une personnalité aussi développée qu'à Pussy Galore, mais au moins, il n'y a pas la culture de gueule avec elle. Ouais, non, il n'y a pas trop. Là, ça passe. Et quant au générique, est-ce qu'il est bien ? Oh, peut-être celui qui est le moins intéressant en vrai, c'est juste des meufs dans l'eau, avec des fois des harpons, et la musique qui est... je sais même plus c'est quoi le rythme. Ouais non, c'est pas le plus marquant. Le meilleur, ça restera le premier pour l'instant. Qu'est-ce que je ne pourrais rajouter? Ah, c'est vrai, un truc qui m'a plu pour une fois, même si ça ne sera pas développé, c'est que James Bond est un connard, ça je le dis depuis le début de ses films, mais est montré comme un connard pour une fois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, une meuf qui ne se tapera pas, il me semble, je crois que c'est jamais dit, va mourir au cours de la mission, et il est montré d'une froideur telle que ça peut, si c'était développé, donner un anti-héros assez intéressant qui, je pense, est mieux fait dans les films avec Daniel Craig, mais je l'ai pas encore vu, donc ça on verra plus tard. Parce que apparemment il y a des trucs comme ça dans Skyfall. En tout cas, cette scène j'ai bien aimé, donc je pense que c'est pour ça que ça a rehaussé mon avis des James Bond, même si ce sera un unique truc un peu fascinant dans une mare de tiédasse, si vous voulez mon avis. Et il y a de la logique de l'eau, hein, donc c'est raccord en moi. On arrive quand même à des films qui vont être beaucoup mieux, à savoir La Vérité de Georges-Henri Clouzot. D'Henri-Georges Clouzot, excusez-moi, je me suis inversé dans mes titres. Je lui ai mis A+, et c'est très clairement le meilleur film avec Brigitte Bardot, hein, beaucoup mieux que Le Mépris. Son meilleur rôle, son meilleur film, etc. Là, tu sens vraiment qu'elle a donné d'elle-même. Alors, ce que j'ai compris, c'est parce que Clouzot l'a harcelé à la Kubrick durant le tournage, donc ça c'est pas bien. Au moins, ça a donné un très bon film, et Brigitte Bardot a l'air de s'en être remis. Elle le dit elle-même, c'est le film qu'il faut pour se rappeler d'elle. Enfin, l'histoire, c'est un procès
procès, du coup, pour meurtre. Brigitte Bardot est une jeune ingénue qui a tué son amant, et donc le film sera divisé en deux parties. Et donc le film sera coupé en deux histoires, celle du procès et celle directement des événements qui vont amener au meurtre. Donc toute la vie de cette dame globalement depuis qu'elle s'est installée à Paris. Et j'ai un léger défaut, mais important, c'est pour ça qu'il est en A+, et pas en S par exemple, c'est le fait que je trouve que les scènes de procès sont trop intéressantes par rapport aux scènes de la vie de Bardot. Du coup, quand t'es scène de vie, t'es un peu en mode ah, j'aimerais bien que ça se termine et qu'il retourne au procès. Enfin, vous voyez ça, que je trouve dommage. Mais ça reste même des scènes méga intéressantes. Dans le procès, les cinéastes qui arrivent vraiment à nous intriguer à donf sur des discours où dans la vraie vie tu ne comprendrais que dalle, je trouve ça fascinant. Et là, ça marche bien. Elle est répartie, notre avocat de la défense et celui de l'attaque ont une vraie force. C'est vraiment super bien écrit. Et le truc qu'elle a fait Phoenix Wright, si ça a quand même rien à voir, a su m'attirer, moi en tant que fan de ce type d'histoire. Et quant à celle de Bardot et de son amant, du coup, vu que c'est sur ça que ça se centre véritablement, c'est vraiment très bien aussi. Alors Brigitte Bardot a pas non plus un rôle qui la change totalement. On peut dire qu'effectivement que le mépris c'était vraiment autre part par rapport à ce que c'était. Là où elle reste quand même un petit peu cette espèce de blonde ingénue, pas très fut-fut et qui joue sur sa sexualité, sa sensualité. Mais vu qu'elle lui donne vraiment une sincérité constante dans tout ce qu'elle dit, notamment durant le procès, ça la met au-dessus des rôles qu'il y a dans En cas de malheur par exemple. Même si En cas de malheur ça reste un film que j'ai franchement adoré. Alors des autres films qu'elle a fait avant mais que j'ai pas vu qui ont l'air vraiment très débiles. Puis réalisation aussi, elle est nickel. Hein. De toute façon, Clouseau, il sait ce qu'il fait. Hein. C'est clairement pas un amateur. Même si, malgré tout, je trouve que c'est moins fort que Le Salaire de la peur. Ça a une efficacité vraiment jamais vue pratiquement. Hein. Donc bon, si vous êtes fan de films de procès comme moi, franchement, regardez La Vérité. Ça se mange comme du petit pain. Après, ça va être compliqué parce que pour le coup, le film, j'ai pas trop compris. C'est Shim de Kiyoshi Kurosawa. Donc aucun lien avec le vrai Akira. Et Kiyoshi Kurosawa, c'est un réalisateur de films japonais, principalement horreur. Enfin, il est plus connu pour ses films d'horreur comme Cure, rien à voir avec le groupe. Qui est aussi connu parce qu'il s'est fait virer de la Nikkatsu parce qu'il faisait des films de cul où il n'y avait pas assez de cul dans l'histoire. Et là, avec un court métrage d'une 40aine de minutes que j'ai vu au cinéma, qui doit encore sortir un peu, il me semble, ouais ou pas, qui est encore plus compliqué de parler vu que l'histoire, j'ai comme dit pas trop compris ce qu'il voulait raconter. Là, c'est quand même plus horreur que Cloud, qui aussi de lui est sorti cette année aussi. J'en ai parlé il y a 2 mois, je crois. Mais l'histoire en soi, ça va raconter celle d'un cuisinier, enfin d'un chef cuisine qui est le prof d'un stage, et l'un de ses étudiants, enfin l'un de ses stagiaires, est un psychopathe. Compliqué. Parce que j'ai pas envie de spoiler, mais globalement ça commence sur lui qui agit de façon étrange, notamment avec un couteau de cuisine du coup. Et voilà, il des trucs pas sympas. Mais il n'y a pas d'explication sur ça parce que le film a l'air de nous dire que c'est un truc lié à du spiritisme, genre surnaturel, fantôme, etc. Parce qu'il y a des histoires de revenants un peu qui arrivent pendant 2 minutes dans le film. Visiblement ça a l'air d'être ça, mais t'as pas trop d'explications. C'est ce qui me perd un peu, notamment vers la fin. Bon, ça a l'air de partir à la Lost Elway sur le mec qui est filmé. Bon, ça c'est, vous verrez. Malgré ça, ça reste bien parce que je me suis pas emmerdé durant le film en gros. Je suis quand même captivé par ce que ça racontait. Les scènes étaient fortes. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais une scène avec un couteau notamment pas mal parce que le film a un aspect réaliste dans sa fabrication. On n'est plus dans les années 30 où avec un coup de couteau tu décédais sur le champ de façon comme ça. Non, là il faut quand même vraiment pointer de ouf fort pour que ça rentre, ce qui donne des scènes avec une tension très forte, ce qui montre que c'est un excellent réalisateur, qui sait très bien ce qu'il fait, il a de la bouteille, hein, et toujours aucun lien de famille avec Akira, rien du tout. Moi je suis persuadé que le film a une explication claire, satisfaisante, qui a une grande signification, un message politique, etc. Mais vu que je comprends pas, je ne sais pas si j'apprécie ou pas. C'est ça mon problème avec le film. Mais après, si vous, ça vous dérange pas ce type d'ambiance, franchement regardez, hein, c'est clairement pas mauvais. Et puis ça donne toujours envie de découvrir un peu ce qu'il fait d'autre, le Kiyoshi. Je vais me mater Cure, un de ces quatre, hein, je pense que ça va être pas mal. Et après le Japon, il nous reste toujours les Américains, enfin, les Britanniques, notamment le plus cool de tous, Hitchcock, Alfred, avec son numéro 17, que j'ai vu le 17 juin. Voilà, je voulais juste faire ça. Qui est un film que j'ai mis en B-. Là aussi pionnier dans la réalisation hitchcockienne, où je suis assez content parce que je m'attendais à pire. Vu que Hitchcock, il qualifie souvent ce film de l'un de ses plus ratés. C'était plus une commande qu'un film d'auteur, vous voyez. Chose que je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est pas son pire film. Clairement, à l'Est de Shanghai était beaucoup plus chiant. Mais numéro 17, ça allait vraiment pas mal. Notamment avec son rythme, qui est peut-être la partie la mieux réussie du film. On s'ennuie jamais là-dedans. Ça aide aussi d'être très court, hein. Je crois qu'il dure 1h10. Bon, le scénario, qu'est-ce que c'est? Alors, deux SDF décident de rentrer dans une maison abandonnée
tourner pour s'abriter du climat, ils ne se connaissent pas entre eux et finiront par tomber sur un cadavre. Et oui, encore un. Donc comme quoi ce film aurait pu s'appeler Meurtre aussi. Et tout va jouer autour de cet élément déclencheur de base où nos deux protagonistes vont finir par découvrir tous les secrets liés à ça, notamment de pas mal d'autres persos qui vont arriver au fur et à mesure de l'histoire, qui sont tous reliés à cet endroit qui se trouve au numéro 17 de la rue, d'où le nom du film. Donc là, parmi les deux persos que je viens de présenter, les deux sans-abri, il y en a un qui est un peu trop insupportable, j'ai trouvé. C'était quand même vraiment le défaut principal du film. Ce perso est récurrent, il est important et pourtant j'ai envie de le gifler tout le temps. Pas l'un des pires, mais quand même gonflé. Les autres salles, il n'y avait rien à reprocher. Alors notre deuxième sans-abri, je ne sais plus s'il est sans-abri en vrai, parce qu'il arrivait de façon assez mystérieuse, on comprenait pas qu'est-ce qu'il foutait ici. A quand même une personnalité assez forte et bien faite, et pas parmi les plus marquantes, mais qui est bien, voilà. Il y aura également donc la fille du cadavre, donc qui est très triste de voir son père mort, hein, ça c'est compréhensible. Et nos antagonistes aussi qui vont débarquer, ils sont au nombre de 3. Et il y aura également un mystère qui se développera durant tout le film, un suspense dira-t-on. Là encore, est pas très Hitchcock, hein, enfin un whodunit un peu, vu qu'on saura qu'il y a un inspecteur mais qu'on ne sait pas qui est notre personnage. Voilà, ça c'est pas mal. Et l'autre défaut du film qui va être en accord avec François Truffaut, lui aussi il trouvait que cette partie du film était assez mauvaise, c'est qu'il est très confus dans ce qu'il va raconter, notamment parce que le montage est assez charcuté, on va pas se mentir. Il y a des trucs qui marchent pas, hein, des raccords, des coupures chelou à pas mal d'instants, et aussi tout ce qui est autour de la musique, donc qui, certes, les 30, parlant, vous savez pas encore comment bien l'utiliser, ça contrastait trop ces moments de silence par moment durant les scènes d'action et de suspense, fait que ça marchait pas, malheureusement, c'est pour ça que c'est B-. Et aussi, le rythme effréné empêche les persos de vraiment bien s'épaissir, ce qui est dommage, hein, c'est pour ça qu'il reste vraiment dans le bien sans plus, alors qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais bon. Car Hitchcock savait déjà utiliser son MacGuffin, vu qu'il y en a un dans le film, donc c'est sympa, comme je l'avais dit, de revoir ces éléments qui feront toute la puissance qu'on connaît bien de Tonton Alfred, mais au début, donc où il savait pas encore bien les maîtriser, notamment on ne voit pas son caméo aussi. Au début j'ai cru que ça aurait pu être lui, mais j'ai vérifié, finalement c'était pas ça. Je suis triste moi. Aussi, petit truc, il y aura une scène autour d'un train qui sera mieux faite dans les 39 marches, qui est un film qui sortira quelques années après il me semble, qui lui pour le coup gère mieux ses effets sonores, hein. Je vous conseille de le voir, les 39 marches, c'est un de mes Hitchcock préférés. Mais le numéro 17 aussi il marche bien, c'est pas mal, au moins c'est court, c'est efficace j'ai envie de dire, donc n'hésitez pas à regarder, franchement ça peut vous faire plaisir. Moi je pense que vous pouvez passer un bon moment. Il est pas aussi nul que j'aurais cru. Ce qu'on m'a dit, je pense qu'on a exagéré ses défauts. Rebonjour, comment ça va? Vous allez bien? Oh, regardez, je me suis un peu rasé. Je réenregistre toute la deuxième moitié de cette vidéo parce que j'ai eu un souci de stockage et d'enregistrement, donc je... Mais bon, ça fait un petit peu chier, quoi, voilà. Et en plus, il fait encore plus chaud qu'hier, oh la vache. J'ai presque hésité à faire ça torse nu, mais j'ai quand même pensé à votre pudeur, je suis sympa. Enfin bon, nous y allons maintenant. Nous nous étions arrêtés à On ne vit que deux fois, de Lewis Gilbert, qui n'a rien à voir avec un physicien. C'est en effet le réalisateur du 5e James Bond, et donc le deuxième dont je vais parler aujourd'hui, toujours avec Sean Connery, et c'est son avant-dernier, officiel. Je lui ai donné une note très sympathique de D+, donc oui, là encore, je suis assez mécontent du métrage, mais bon, ça va être assez rapide, je pense. Alors James ne prend pas de décision dans ce film, c'est con, on avait changé ça dans celui d'avant, mais bon, bref. Non, il suit toujours le scénario sans revendiquer de rôle particulier, en fait. Tu parles d'un protagoniste. Mais bon, il va être envoyé au Japon, mon pays de cœur évidemment, je surkiffe le Japon, j'arrête pas d'en parler durant toutes ces vidéos sur ma chaîne, où il va arrêter des missiles ou je sais plus quoi, j'ai le scénario, voilà. Non mais ce qui est surtout le dommage là, c'est le sexisme qui va opérer. Je suis sûr que je dois vous saouler à force de parler que de ça quand j'évoque James Bond, mais que voulez-vous, c'est ce que ces films me font ressentir. Alors là, on a la femme jetable et remplaçable, hein, donc avec nos James Bond Girls qui sont toutes les deux des japonaises. En gros, durant toute la première moitié du film, James Bond va draguer, je sais pas comment il y arrive, mais il réussit à choper la meuf, et vers la moitié, donc elle décède. Alors lui, il s'en fout un petit peu, et il va en choper une autre. Voilà, super personnage, hein, très attachant, évidemment. Ça aurait pu marcher si c'était directement montré comme quelqu'un de négatif, mais James Bond n'est pas montré comme ça dans ce film-ci, en tout cas. Du coup, ça fait vraiment juste, on suit un petit con, et on est censé s'attacher à lui, chose que je n'arrive pas moi perso. Et puis ça marche pas quand de l'autre côté le deuxième James Bond Girl, ils doivent s'épouser pour les besoins de la mission, et lui au début il était en mode oh ça va être nul parce qu'on me dit qu'elle est moche, puis finalement il la voit, elle est jolie, du coup ça lui pose pas de problème. La moralité dans ces films elle est tellement années 60. Enfin bon, après le scénario
je sais plus, il y a pas grand chose. J'essaie de me souvenir, mais vraiment, j'ai pas souvenir qu'il y avait grand chose de très palpitant, que ce soit en termes d'action ou d'écriture. Juste James Bond qui rencontre les ninjas, les ninjas, d'après la VF. Les ninjas. Enfin si, il y a un truc quand même assez intéressant, c'est qu'il rencontre Blofeld, qui est l'antagoniste principal de James Bond. C'est le patron du Spectre, le numéro 1, qu'on a vu dans les films précédents, qui était toujours dans l'ombre à caresser son chat. Un peu comme le Dr Gang. Enfin, Gang, c'est plutôt une parodie de lui, mais bon, vous avez l'idée. Et je dois dire quand même qu'il a une classe, c'est sûr. Hein. Il dégage bien son truc, c'est un bon antagoniste pour ce genre de film, même s'il ne remplacera jamais le Salmon Lane de Mission Impossible. Et c'est effectivement pour l'instant le meilleur antagoniste que James Bond a eu. Non, parce que dans Opération Tonnerre, on avait numéro 2, je sais plus son nom, le mec borgne, qui était passable, on va dire. Dans Goldfinger, j'avais trouvé assez chiant, à vrai dire, malgré ce qu'il aurait pu apporter. Dans Bombe et de Russie, je me souviens plus de qui sont les méchants, à part la vieille, qui était un peu cool, je reconnais. Et Dr No, il était quand même assez attrayant. Je vois Dr No, c'est peut-être le deuxième meilleur antagoniste. Je pense. Et je vais reparler un peu de sexisme, mais la personnalité des deux James Bond girls japonaises, c'est... Ouais, c'est pas ça, hein, c'est sûr qu'on l'a fait mieux, je pense, depuis. Autre excentricité du genre, James Bond se fera passer pour un japonais, donc il se fera les... Voilà, non, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste vous gêner fortement. Si, c'est bon, je me souviens d'un truc du scénario, c'est que on fait croire que James Bond est décédé. D'où le on ne vit que 2 fois, du coup il a eu 2 vies, vu qu'on fait référence à la fausse mort. Et je la trouve particulièrement irréaliste. Hein. Il est durant une fusillade au début du film, c'est pas possible qu'il ait pu revivre après ça. Moi je pense que c'est le reste du film, c'est que dans sa tête. Ce qui explique pourquoi on a d'autres acteurs, hein, et ça justifie peut-être des futures incohérences. Bon bref, en tout cas en ce qui me concerne, le James Bond c'est toujours pas ma came malheureusement, mais ça peut peut-être changer. Je reste bienveillant et de gauche, du coup je vais toujours donner une chance à cette saga. Je ne suis qu'au début après tout, hein. Je pense que les films de Daniel Craig risquent de beaucoup plus me plaire, mais ça c'est dans longtemps, à voir. Nous allons tout de suite nous rendre vers le prochain film qui est Buzz l'éclair. Le film sorti en 2022, réalisé par Angus MacLane. De toute façon on s'en fout un peu des réalisateurs des films Pixar, hein. Là l'important c'est plus le studio, et c'était l'époque où Pixar faisait un peu des trucs moins bien on va dire. Je lui ai mis C+, donc oui c'est dans la platitude ce film. J'étais tout de même assez intrigué au début de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire avec un film sur Buzz l'éclair directement, donc il y a un très bon perso, même si c'est pas le central au film Toy Story, c'est clairement Woody, hein. Et Buzz était quand même toujours là, un bon allié, un bon soutien, donc c'était cool. Après, techniquement, ça existait déjà un film Buzz l'éclair, il y a même eu une série sur lui, c'était dans les années vieux, au début des années 2000, où il avait la bonne voix, mais bon, ça on y reviendra. Et c'était une série qui était un poil plus parodique, que là le film veut quand même se prendre au premier degré. Alors, je vais parler tout de suite d'un léger défaut très rapide, qui est que le film essaye de se justifier de son existence en disant qu'il est le film que Andy, le protagoniste des 3 premiers Toy Story, regardait, qui l'a rendu fan de Buzz l'éclair. Je trouve que ce carton titre au début ne fonctionne pas, vu qu'on ne parle jamais d'un film Buzz l'éclair dans les Toy Story. Le jouet Buzz l'éclair en soi n'est pas présenté comme dérivé d'un film, et que, en toute logique, le film devrait, du coup, dater des années 90. Or, dans sa forme, il est clairement pas de cette période-là. Ça aurait pu être marrant de faire un truc à la OSS quoi, un pastiche des films de l'époque. C'est pas ce qui est donné. Ce qu'on a donc, c'est Buzz l'éclair, ranger de l'espace, qui se baladait dans son gros vaisseau rempli de colons pour essayer de retrouver leur planète. Je ne sais pas pourquoi, ils l'ont paumé. Seulement, leur vaisseau crache sur une planète bien avant de rejoindre la leur, donc ils vont devoir essayer de trouver une solution pour refaire du carburant et sortir d'ici. Ça, c'est ce qui se passe durant la première moitié. Qui aura un détail intéressant, c'est que pour tester le carburant, Buzz l'éclair doit faire le tour du soleil. Vous ne demandez pas pourquoi, c'est pas expliqué dans le film, et donc la force de gravitation fait que son temps sera accéléré par rapport aux autres membres de cette planète. Donc en gros, il fait son tour du soleil, pour lui c'est genre 4 minutes, et quand il revient sur la planète, il s'est écoulé 40 ans. Oui, donc c'est comme Interstellar. C'est tout de même un concept qui est plutôt pas mal, et qui est rendu assez correctement dans le film. C'est tout à fait la meilleure partie, c'est 30 première minute, 35 peut-être, 40. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais ça pouvait donner vraiment quelque chose de très sympa. Le reste, c'est quand même assez quelconque. Donc c'est-à-dire que ses compagnons vieillissent, mais pas lui. On aura une scène d'adieu du coup par hologramme qui est très jolie, qui est le moment le plus touchant du film. Pixar savent toujours comment créer des scènes émouvantes dans tous leurs films, même les plus mauvais, même ceux que j'aime pas. Il y a toujours une scène qui fait chialer. On le verra aussi j'en parlerai dans quelques instants. Finit par revenir au bout d'un moment quand il a réussi à trouver le bon carburant qui fonctionne pour de vrai. Donc quand il revient avec son carburant
vraiment tout frais, tout neuf, qui fonctionne à merveille, il se retrouve dans un monde qui est totalement envahi par des robots. Donc Zurg, à savoir, précisément, l'antagoniste parodique secondaire qu'on a dans Toy Story 2 surtout, qui aura une révélation intéressante sur son identité que je ne spoilerai pas, mais qui fonctionne à moitié, je trouve. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est surtout le fait que les compagnons que Buzz l'éclair se fera dans cette deuxième partie sont vraiment tous insupportables. Enfin non, pas insupportables, il y en a qu'un véritablement qui est gênant, mais ils sont plats. C'est ça le problème du film, c'est qu'il est plat. Moi je l'aurais mis en C tout de suite s'il n'y avait pas eu la première moitié du film qui était très intéressante. L'humour est plat aussi, hein, c'est... Ouais, c'est fou. Et puis en termes de voix, alors, donc Buzz l'éclair est doublé depuis le tout premier Toy Story et dans toutes les autres œuvres liées à cet univers par Richard Darbois, un grand comédien de doublage. Et au début, c'était lui qui avait été annoncé pour faire Buzz l'éclair dans les bandes annonces, mais durant le film, ils lui ont mis un star talent, à savoir François Civil. Il se débrouille bien, Civil, c'est pas ça le souci, c'est le fait que genre, ça fait 30 ans aujourd'hui, depuis le premier Toy Story, on a toujours eu tout le temps la même voix. Et là, d'un coup, ça change. Désolé les chargés de la distribution française, mais vous avez fait n'importe quoi. Je sais pas si c'est vous qui choisissez les voix ou si c'est Disney directement, mais franchement, c'était pas une bonne idée. Ouais, non, mais il y a même pas Richard Darbois une seule fois, même pas un petit caméo, non, que dalle, hein, c'est limite insultant. Bon, bref, voilà, ça m'a saoulé, mais c'est pas bien grave. Alors, par contre, pour les aficionados du doublage, il y a Donald Renew dans un second rôle. Voilà, on va dire que ça sauve les meubles. Bon, moi j'ai fini de parler de ça, mais nous n'avons pas terminé avec Pixar. Il y en aura un autre qui viendra juste après. Avant, en tout cas, nous avons un film qui, pour le coup, est une jouissance de chaque instant. C'est Last Stop in Yuma County de Francis Gallupi peut-être. Je lui ai mis A, c'est un film explosif. C'est très tarantinesque, donc moi ça risque de me plaire. Surtout que contrairement à Tarantino, il part pas sur un autre film à la moitié. Ça, on verra si un jour je parle de Tarantino directement. Bref, ce film-ci, qu'est-ce qu'il raconte? C'est deux braqueurs de banque qui, après en avoir braqué une, se retrouvent avec un magot rempli de pognon et s'arrêtent dans une station-service parce qu'ils n'ont plus d'essence dans leur voiture. Et la station-service n'a plus d'essence non plus, donc ils doivent attendre le camion citerne. Alors ils vont dans le restaurant et là malheureusement quelqu'un les reconnaît. Mais cette personne non plus n'a plus d'essence, c'est pour ça qu'il est à la station-service. Du coup ils ont décidé de le tenir en joue, lui et la serveuse, qui est les seules personnes qui se trouvent actuellement dans le restaurant, et leur disent: vous allez faire tout comme d'habitude, vous allez servir le café, à manger si quelqu'un demande à manger, pendant que nous on attend un camion citerne ou une voiture remplie d'essence, sinon on vous tue. Et donc ils vont rester là avec la menace sous-jacente de gars armés jusqu'aux dents, et en même temps va arriver beaucoup de visiteurs et ça va entraîner tension sur tension. Clairement j'ai adoré, non mais j'ai surkiffé. Je vais pas en parler beaucoup parce que ça joue sur la surprise principalement, comme un Tarantino, hein, mais vraiment c'est génial. Je vais quand même dire un tout petit défaut du film, vraiment léger, c'est que, alors il est très court, c'est bien d'avoir un film aussi rythmé en étant court, mais du coup au niveau du nombre de persos qui arrivent, c'est assez difficile qu'ils aient tous de l'ampleur véridique. Légèrement dommage, mais franchement ça entache pas un film très attirant. Il y en a surtout un qui va se démarquer du lot, donc c'est le premier qui se fait braquer. Je ne spoilerai pas c'est quoi son développement, mais il est très fort. Bon, c'était vraiment court celui-là. Juste légère anecdote, hein. Le producteur a hypothéqué sa maison pour produire le film, donc je pense que par respect, autant le voir. Normalement si je ne me gourre pas, il sort cet été, mais à moins que vous puissiez voir ce film, il y en a déjà un qui est au cinéma, dont je vais parler maintenant, et c'est Elio, toujours de Pixar, et réalisé par... Wow, il y en a des gens. Madeline Sarafian, Domichi et Adrienne Molina. Donc Elio, ça raconte l'histoire de Elio, petit enfant qui a perdu sa mère et son père, on ne sait pas pourquoi. C'est un peu dommage, ça nous empêche de s'attacher sans savoir de raison précise de ce qui leur est arrivé vraiment au personnage, en tout cas dans mon cas. Il se fera élever par sa tante qui a quelques difficultés et se retrouvera fasciné par l'espace. Et un jour il se fera kidnapper par des extraterrestres et voilà, vous laisserez découvrir le reste. Je lui ai mis B-, B- parce que c'est très convenu comme scénario. Ça fait vraiment Lilo et Stitch, mais où Lilo va dans l'espace, pas Stitch sur la Terre, vous voyez? Ouais, parce que dans l'espace il va rencontrer des trucs qui sont très visibles. À partir du moment où tu vois les persos, tu devines tout de suite où est-ce que ça va aller. Ce qui est dommage, et ce qui fait que ça rend les trucs assez forcés. Notamment autour du grand méchant, qui a vraiment rien de grand méchant. A le défaut d'avoir la même résolution que Gang de requins. Et quand tu t'inspires de Gang de requins, c'est que t'as un problème dans ton scénario. Par contre, un truc mieux par rapport à Buzz l'éclair, c'est que là, l'humour marche beaucoup mieux. Il y a pas mal de moments très drôles. J'adore notamment leur espèce de geek du voyageur galactique qui a toutes les réponses sur l'univers, mais qu'on appelle que pour des conneries. C'est quand même assez marrant. Dommage qu'ils s'en servent pas plus.
Et d'autres, t'as aussi derrière du clone qui était sympa. Visuellement parlant, l'animation, j'en ai pas parlé, Buzz l'éclair, mais évidemment, les deux sont magnifiques. Pixar, c'est ultra bien géré leur truc, je pense que personne dira le contraire. Et esthétiquement, j'aime bien le fait que le perso il ait un œil en moins. Ça, c'est des détails à la con, mais moi qui me font kiffer perso. Sinon, que dire de plus? Oui, on a une scène très poignante autour d'Elio et de sa tante. Comme j'ai dit, Pixar sait toujours faire des scènes poignantes. Mais sinon, c'était quelconque. Hein. Après, moi, j'ai pas été spécialement emballé, mais peut-être que vous le serez, hein, je ne sais pas. Je vous invite à le voir. De toute façon, il va rester longtemps. Enfin, quoique, je crois qu'il y a un léger... Il me semble qu'il marche pas autant qu'à l'accoutumée, en tout cas pas autant que Vice Versa 2. Il me rend un peu triste, ça me dit quand même que Pixar ne sait plus faire de nouvelles franchises. Ou alors c'est juste le public qui veut pas voir de nouveaux trucs. Hein. C'est très probable. En tout cas, moi ça me désespère. Bon, nous avons notre film à voir. C'est pas n'importe lequel vu que c'est Fourmi. Autre studio, DreamWorks ce coup-ci. Et les réals ne sont nul autre que Eric Darnell et Tim Johnson. Mais moins là aussi. Ce qui sont surtout forts, ce sont les thèmes du film, que sont l'individualité face au système, l'idée de se démarquer de la foule, la lutte contre un système oppressif ou même les ravages de la guerre. Donc tout ça mis en métaphore avec des fourmis, ce qui fonctionne très bien. C'est une excellente idée, ça. Ce qui fonctionne moins bien, c'est que le scénario, il est cousu de fil blanc et les développements sont trop rapides, trop expédiés, trop mal foutus, en fait. C'est ça que je veux dire. Et pareil pour l'animation, qui a pris quand même un sacré coup de vieux. Donc le film, il est de la très vieille époque de DreamWorks, c'est consistait à genre, Pixar font un truc, on va faire pareil. Genre, Pixar fait un truc avec des poissons, du coup, nous aussi on fait un truc avec des poissons. Pixar fait un truc avec des super-héros, du coup, nous aussi on fait des super-héros. Et là, Pixar fait un truc avec des fourmis, du coup, nous aussi on va faire avec des fourmis. Par contre, je dois dire, il est quand même assez marrant. Le protagoniste Z est doublé en anglais par Woody Allen, et moi j'aime beaucoup la tchatch de Woody, un truc qui me fait exploser de rire dans pas mal de situations. D'autres trucs, il y a Stallone par exemple, hein, très sympa. Mais voilà, c'est juste assez dommage comme film, mais il reste cool hein, à regarder, il est très bien. C'est un jus de son époque, on va dire. Bon, et en parlant de jus de l'époque, nous avons un peu un autre film qui est dans la même veine, mais un peu plus, ou un peu mieux, c'est un peu compliqué. C'est Vampire, de Carl Theodor Dreyer, donc le réalisateur de La Passion de Jeanne d'Arc, le film sur Jeanne d'Arc. Vampire, du coup, je lui ai mis B+. Ce titre intéressant. En français, c'est L'étrange histoire de David Gray, qui est le nom du protagoniste, et en allemand, c'est d'ailleurs Strom, je vais le dire en français, L'étrange histoire d'Alan Gray. Donc c'est-à-dire qu'en français, on a modifié Alain en David. Et d'ailleurs, en anglais aussi, on a fait la même modif. Très étrange. Enfin bon, bref, ce Alan ou David est une jeune personne qui s'intéresse à l'occulte, et durant sa pérégrination, il va se retrouver dans un village très chelou où il y aura des vampires, surtout une en particulier. C'est inspiré très légèrement de Carmilla de Le Fanu, mais ça n'a véritablement aucun rapport avec l'histoire, hein. Totalement. Alors j'ai plus du tout une jeune vampire, c'est une vieille donc. Même physiquement, c'est pas ça, bon bref. Histoire de dire que j'ai raté le mois des fiertés jusqu'au bout. Enfin bon, les défauts et les qualités sont assez simples, l'histoire elle est anecdotique, elle est oseftière, les persos sont pas très marquants, le David là, y a rien qui le rend attrayant de quelconque façon, il est pas spécialement attachant vu qu'on développe pas ses envies, ses besoins, ni même fascinant par la même occasion. Il va principalement rencontrer deux sœurs, dont une est sur le point de se faire transformer en vampire, c'est-à-dire qu'en gros c'est une vampire qui s'attaque à d'autres femmes, donc peut-être vraiment le seul lien avec Carmilla qui existe vraiment, mais aucune des deux n'a la personnalité véritablement. Bon après c'est les années 30, hein, c'était l'époque je suppose. Par contre les qualités sont... c'est putain de beau, vraiment c'est magnifique. Là normalement sur l'affiche devrait y avoir le plan avec le mec à la faux et le lac devant lui. Ça c'est, je vais le dire, c'est probablement l'un des plus beaux plans que le cinéma nous ait jamais donné. Et il y en a d'autres dans le film, hein, des idées comme ça pour créer le surnaturel qui va se passer, le fantastique, etc. Le moment où il est sur la rivière, c'est juste un reflet dans l'eau alors qu'il y a personne qui le reflète, c'était magnifique. Vraiment c'est super beau. Après est-ce que juste la beauté visuelle me permet de lui donner une note aussi haute? Je sais pas, c'est compliqué, j'hésite avec moi-même, mais je veux être sympa. Et puis parlant de trucs un petit peu marrants, du coup ce film il existe en 3 versions, anglaise, française, allemand, qui ont toutes été tournées en même temps. Parce que, comme je le rappelle, j'avais parlé pour Meurtre. À l'époque, on tournait simultanément les films dans plusieurs langues, et ce coup-ci, le Théodore, il a été assez malin. Il a fait en sorte qu'il y ait très peu de dialogue dans son film. On peut vraiment passer des scènes de 10 minutes entières où personne ne parle, et où le dialogue, c'est vraiment juste un mot. Tu sais, genre, vous pouvez rester, on parle plus pendant 10 minutes. C'est sûr que ça se fait moins ce genre de truc, à part Hundred of Beaver, qui vont le seul autre exemple de film que ça que je connais. Et le son est fait par le docteur Pittman. Malheureusement, les versions françaises et anglaises ont été perdues avec le temps, il nous reste que les Allemands. D'Assistan für Reich, qui d'ailleurs n'est techniquement pas un film allemand, parce que pour un truc que j'ai appris récemment, durant les années 30, avant le Troisième Reich, l'Allemagne ne s'appelait pas l'Allemagne, mais la République de Weimar. Je ne sais pas quoi faire avec cette anecdote. Bon, de toute façon, ça sert plus à rien de parler. Je pense que la seule façon de vous intéresser à ce film, c'est si vous êtes fasciné par l'époque de l'expressionnisme allemand comme moi, les Nosferatu, les Dr Mabuse, etc., etc. Et on va presque finir cet épisode sous le signe de la frette une fois, étant donné qu'on va parler de Reflet dans un diamant mort, d'Hélène Caté et de Bruno Forzani, qui sont un
couple, non pas belge du coup, ils sont français, mais ils vivent à Bruxelles actuellement, et ils réalisent des films, comme celui dont je vais vous parler. Je lui ai mis A, et c'était franchement génial, c'était une expérience psychédélique que j'ai adoré observer. Alors j'ai expliqué un petit peu le concept. Nous avons un espion à la retraite, il essaye de se détendre à la plage en se remémorant ses jeunes années où il faisait ses aventures à la James Bond, mais il est très pulp ce film, on va dire. Les effets flash, les trucs de bande dessinée aussi pas mal, que l'univers du film va reprendre, vont faire un rendu très intéressant, psychédélique, et très Argento par moment, j'ai envie de dire, en termes d'utilisation de couleurs, etc. Et le film va avoir quand même des thématiques quand même assez prenantes autour de tout ça. On a principalement celle du héros qui veut sauver le monde mais finalement détruit plus qu'autre chose, qui est une réplique directement dit dans le film il me semble, et qui colle bien à la situation et à James Bond lui-même en soi, le vrai James Bond, hein, celui des films de Sean Connery par exemple. Et là ça marche bien parce que le film en plus il est quand même assez violent physiquement. Et c'est sûr que c'est pas pour les âmes sensibles, hein, mais je n'en suis pas une. T'as aussi tout le truc à la OSS où le vieux désabusé se remémore son passé mais se cache tout le négatif en croyant que c'était forcément mieux. C'est très fort dans le film, hein. C'est facile mais ça marche à merveille. Et ouais non il est trop fandard. Je me souviens que parce que je l'ai vu autour d'une rencontre avec les cinéastes, les réalisateurs, et ils avaient dit qu'ils voulaient faire un genre d'orgasme d'1h30. Et ouais c'est un peu l'équivalent de leur film. Même si il est un peu confus à des moments, je dois dire. C'est pas forcément évident de comprendre tout ce qu'il est, surtout vers la fin. Quelquefois c'est exagéré pour pas grand chose. C'est pour ça que c'est A et pas au-dessus. Mais franchement il est fandard de ouf ce film et je serais très triste s'il gagne pas des prix quelque part. Au moins sur l'esthétique. Voilà, ça c'est fait. Il nous reste 2 films à observer. Attention, préparez-vous. Death of a Unicorn d'Alex Sharfman, qui est un réalisateur qui n'a rien fait à part ça, il me semble. Donc, La mort d'une licorne, je lui ai donné C+. C'est un film au concept assez amusant. Donc, un père et sa fille, dont la fille est évidemment jouée par Jenna Ortega, renversent par mégarde une licorne sur la route. Et celle-ci va mourir, mais ses parents vont le venger, et donc c'est quand même un peu marrant de voir des licornes tueuses. Oui, c'est vraiment la seule raison qui m'a poussé à voir ce film, parce que tout le reste, j'en ai strictement rien à glander. Et le film en soi, il est aux F, hein. Déjà, les effets spéciaux sont moches, disons-le clairement. Les persos, leur développement, tout ça, c'est du vu et revu, et il y a même pas un peu de touche émotionnelle dans ce cas-ci, contrairement à Helio, ce qui fait que c'est un meilleur film. Et l'univers est assez confus au début, parce que visiblement, c'est comme chez nous, les licornes n'existent pas, mais où tout le monde s'en branle de tomber sur une licorne. Enfin, je veux dire, quand le père il a renversé la licorne, il était en mode oh ça doit être un animal exotique. Il remarquait pas que c'est une licorne. Je pense que ça va être un genre de commentaire social comme quoi les bourgeois veulent se cacher de tout le mal qu'ils font au monde et ils ne veulent même pas reconnaître la magie qu'ils détruisent eux-mêmes. Quelque chose comme ça. Enfin ça reste quand même assez bizarre, hein. Ils sont tous en mode oh c'est un cheval avec une protubérance à la tête. Non parce qu'ils vont essayer d'exploiter le truc du cheval mais ils mettront du temps avant d'y penser quand même, hein. Alors moi franchement je pense que si des bourgeois tombent un jour sur une vraie licorne, ils la vendront tout de suite, hein. Même s'il a pas la capacité de guérir les gens, vous voyez. Bon, les effets spéciaux sont moches aussi. Je sais que le budget doit pas être dingue, mais quand même, ils réussissent pas à cacher que leurs effets sont nazes. Par exemple, The Endless, lui, le faisait beaucoup mieux. Et si on prend par exemple, avec un budget plus gros, mais Jurassic Park, qui quand même un peu vieilli de nos jours, les effets spéciaux marchent autant parce que Spielberg les filme d'une telle façon qu'on voit pas que c'est mauvais. Là, c'est quand même filmé au grand plan, du coup, tu vois bien qu'il n'y a pas de vraie licorne. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de vraie licorne qui n'existe pas, mais voilà. Et puis, point esthétique aussi, les licornes, ils essayent de les rendre démoniaques. Du coup, leurs robes sont noires, leurs cornes, c'est des trucs accrochés, ils ont des dents carnivores, des trucs comme ça. Ça gâche un peu le côté décalage entre la noblesse de l'animal et la cruauté dont ils vont faire preuve s'ils ont déjà une forme démonique. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais et si la licorne avait été plus licorne, de genre conte de fées, ça aurait pu être encore plus comique, vu que ce film veut être une comédie. D'ailleurs, ils font une référence à la chasse à la licorne. C'est une tapisserie du début de la Renaissance, où ils essayent de faire une reconstitution des morceaux manquants, totalement fake, et qui était un peu marrant, je veux dire, mais... À la Renaissance, on dessinerait pas les trucs comme ça, hein, juste pour dire. Et aussi, je vais m'intéresser au doublage. Alors, ce film, j'ai lu en français, si j'ai pas trouvé de sous-titres, mais pas le français de France, le français du Québec, de Tabernacle d'Escalisse de Mar. Et donc, nous avons eu le droit à Xavier Dolan. J'adore Xavier Dolan, hein. Faut que j'en parle, moi, vous voyez, j'ai pas pu en parler une seule fois depuis le début de ces chroniques. Il faut absolument que j'évoque ce mec. Et voilà, bon, ils lui ont donné le rôle le plus pourri de tout le film, avec l'acteur qui a genre 0,1 charisme, très loin de Xavier, mais au moins il est là, et ça fait du chaud au cœur. Bon, je vais terminer sur cette blague, et arriver vers un excellent film, le S de la vidéo, S-, mais S quand même, c'est Amélie ou la métaphysique des tubes, comme je l'ai dit, S-, et réalisé par Maëlys Valade et Liane Shaw
Han Jim Kwan. Ouais, je vais mal prononcer, je suis sûr. Mais c'est une adaptation de la métaphysique des tubes, qui est un roman semi-biographique d'Amélie Nothomb, donc qui est une belge, qui se déroule au Japon. Voilà, donc on finit au moins sur le meilleur pays. En film d'animation, une très belle animation, hein. Donc le film prendra sa vie sur ses 3 ans, à peu près. Et il est vraiment pas mal, notamment parce que durant quasiment tout le film, le bébé se prend pour Dieu. Genre littéralement, Amélie pense qu'elle est Dieu. C'est assez marrant, hein, je dois dire, et puis les enfants sont comme ça, hein, je peux vous le garantir. Et un sujet qui va brasser beaucoup de sujets vraiment pas mal. On aura le deuil, évidemment. On a les traditions japonaises, la différence des genres, un peu. Les ravages de la guerre, hein, notamment grâce au perso de la nounou japonaise qui va s'occuper d'Amélie. Très belle histoire. Et qui va lui raconter la guerre. Sujet numéro 1 raconté à des enfants de 3 ans. Avec une métaphore autour de nourriture qui était quand même assez bien tournée, je trouve. Donc tout ça, c'est raconté à hauteur d'enfant, ce qui rend le truc magnifiquement joli. Et ce qui fait qu'il faut absolument, si vous avez des enfants, que vous leur montrez ce film. Il est encore en diffusion normalement. N'hésitez pas à l'instant. C'est vraiment incroyable tout ce que ça raconte, ce truc, hein. Le perso d'Amélie est très attachant, justement parce que c'est une vraie enfant, et tout le côté fantasy du film lui donne un ton qui lui permet de dédramatiser des sujets très graves, et donc nous permet de nous les dire, nous les témoigner d'une façon exquise. C'est vraiment un film qui aura une mélancolie absolue sur tous les sujets qu'il va traiter, et qui aura une douceur qui a su me convaincre moi, et peut-être vous par extension. Et qui montre aussi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ils auraient pu le citer le truc à la fin, je vous jure, parce que c'est vraiment pratiquement la même chose, hein. Et enfin voilà, ce qui cloue ma vidéo. Putain, c'était long quand même. Avant de vous quitter, je vais légèrement faire un petit bilan de l'année 2025 qu'on a vécu, vu qu'on est à la moitié. C'était mieux avant. Franchement, 2024 était vraiment charmé en termes de films. On avait les trucs genre, ça va pas plaire à tout le monde, mais Emilia Pérez. Il y avait Dali, il y avait Flo, il y avait la zone d'intérêt. Des trucs qui ont su chambouler mon petit cœur de cinéphile et qui a été moins présente, en tout cas cette moitié d'année. Mais tout de même, il y a eu des trucs champ max. Après, c'est que la moitié. Peut-être que celle d'après, il y aura des trucs excellents. J'ai notamment très envie de voir la Palme d'Or, un simple accident, et d'autres trucs qui me font envie comme le Dupieux qui va sortir dans 2 jours. Enfin avant, je vais vous faire un petit top 10 de mes films préférés de l'année, donc films sortis en France. Les mots qu'elles durent un jour, j'en ai parlé dans cette vidéo. Un parfait inconnu, excellent portrait de la personnalité de Bob Dylan. Last Stop in Yuma County, donc ça j'en ai parlé également il y a 10 minutes, souvenez-vous. Reflet dans un diamant mort, ça aussi j'en ai parlé. Mercato, j'en ai parlé il y a 3 vidéos il me semble. Mémoire d'un escargot, parce qu'il m'a fait chialer. Hola Florida, j'en ai parlé dans ma toute première vidéo d'archive, celle du mois de février. Sing Sing, dans la même vidéo. Blockade Rage, donc je modifierai un petit peu sa note maintenant, je le mettrai un plus, mais ça reste quand même vachement superbe. Et enfin, numéro 1, Amélie, dont j'ai parlé il y a 5 minutes, et qui est le meilleur film de l'année pour l'instant. À voir si ça change. En tout cas, moi j'ai fini, je suis desséché, il faut que je boive. Voilà, j'ai bu, c'était bon. Moi je vous dis ciao et à dans un mois.